Alors, bonsoir à tous, et je transmets déjà mes meilleurs vœux, parce que je pense que l'année ne fait que commencer, et que nous avons besoin effectivement d'être positifs, donc la santé et la réussite en toute chose. Et nous avons donc ce soir la chance d'aborder des sujets qui sont assez difficiles, il faut le reconnaître, parce qu'ils sont aux confins entre le droit, la technique, l'économie, et je suis donc avocat de profession, mais je ne suis pas un spécialiste au sens strict du droit de la propriété intellectuelle et des droits des nouvelles technologies. Donc, j'ai, dans l'intérêt de nos rencontres, fait des recherches assez approfondies pour pouvoir vous faire une sorte de panorama des enjeux juridiques et pratiques de la création du site jusqu'à pratiquement sa cession, en passant bien sûr par son exploitation. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous Monsieur Sébastien Lanternier, qui est entrepreneur et qui a récemment, ou pas récemment, il nous expliquera, eu recours à un prestataire pour développer un site internet. Donc on est dans un cas qui va vous intéresser si vous êtes vous-même en réflexion. Et puis nous avons Monsieur Julien Esteves, il va se présenter par lui-même parce que j'ai oublié son titre au sein de la CMA. Et je lui laisse la parole d'ailleurs pour qu'il nous le dise, et ensuite je reprends la main comme on avait prévu. Merci beaucoup. Donc effectivement, Julien Esteves, donc je suis conseiller numérique à la Chambre des métiers du 92. Donc ma mission principale est d'accompagner les entreprises artisanales des Hauts-de-Seine dans leur stratégie digitale. Donc on est sur une logique effectivement de rendez-vous individualisé, donc en tête-à-tête avec l'artisan sur sa situation. Et donc mon rôle principal, c'est en tout cas de vous aider donc à déjà faire le point sur votre situation et donc de vous donner effectivement les clés, les solutions, les pistes pour vous aider soit effectivement à exploiter l'existant, dans le cas où vous auriez effectivement mis en place un site internet, on verra tout à l'heure, ou de la stratégie sur les réseaux sociaux, ou alors effectivement de vous donner effectivement les pistes dans le cas où vous êtes dans une phase de démarrage. Là, effectivement, j'essaie, dans la mesure du possible, de m'adapter effectivement à chacune des situations qui sont à chaque fois qui ne sont pas identiques, qui sont vraiment uniques les unes par rapport aux autres. Et en tant que conseiller, forcément, ça va être aussi mon rôle de vous aiguiller sur ce qu'on peut effectivement vous proposer dans la suite effectivement du développement de votre entreprise, parfois même au-delà de la question simplement du numérique. Donc forcément, je vais bien évidemment en face de personnes qui souhaitent effectivement monter en compétences, de vous aiguiller sur une ou plusieurs suggestions effectivement de formation, ou voire même d'autres dispositifs d'accompagnement, par exemple, en premier lieu, je pense au dispositif Entrepreneur Leader, pour les entreprises qui effectivement, ou les porteurs de projets qui souhaitent effectivement aller un peu plus loin. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. C'était assez synthétique, j'espère. Je pense que c'est clair, et puis de toute façon, on va essayer d'avancer, parce que à la fois, je vais essayer de faire un panorama complet des points juridiques à connaître, mais ensuite, effectivement, je passerai la main, puisque sur certains points, bien, moi, je ne suis pas un praticien, si vous voulez, du site Internet, donc ça m'intéresse de voir effectivement ceux qui ont été confrontés, voir comment, et vous-même d'ailleurs, parce que, première question, je vais vous demander de participer, c'est quelque chose d'assez collaboratif. Est-ce que parmi vous, quelqu'un professionnellement a développé ou a eu besoin d'un recours à un site et en exploite un actuellement? Ou si vous êtes en démarrage? Monsieur, d'accord, ok. Et ça, c'est des sites qui fonctionnent déjà et qui... Bon, donc, vos expériences seront bienvenues et on aura des questions tout à la fin. On a environ 3/4 d'heure de présentation, plus un quart d'heure de questions. Et puis ensuite, il y a aussi un pot qui permettra peut-être de parler plus avant. Alors, je commence tout de suite en faisant finalement une présentation générale qui ne va pas être très originale. Deux prismes, juridique, économique et technique. Alors, le juridique, je vous dis tout de suite, le cadre est extrêmement inclassable. Nous sommes face à une absence de définition propre relative au site Internet. Vous n'en trouverez nullement dans aucun code, bien entendu, puisque c'est une propriété immatérielle sui generis. Pour les latinistes et pour les juristes, ça veut simplement dire c'est une protection qui dépend de notions composites. Donc, composite, c'est plusieurs sources juridiques. Et vous allez comprendre dans mon exposé, vous allez entendre des notions juridiques,
bien sûr, vous n'êtes pas des spécialistes, mais vous en avez déjà entendu parler. Ce qui compte, c'est de comprendre l'articulation entre ces notions. Alors, la première qu'on connaît, c'est le droit d'auteur. Okay, donc, le droit d'auteur, c'est particulier aux artistes en partie. On peut penser à ça, mais ça va avoir beaucoup d'importance dans notre affaire, puisque, en fait, le site Internet contient des données qui sont classables en tant que œuvre de l'esprit. L'architecture du site, la façon dont il va être composé. Je fais court, mais le droit d'auteur est essentiel à bien entendre. Les dessins et modèles, qui vont plutôt être sur la partie graphique, qui vont aussi avoir leur importance. Ce sont des régimes légèrement différents, mais qui dépendent de la propriété littéraire et artistique qu'on trouve dans le Code de la propriété intellectuelle. Ensuite, un petit peu en dessous, ou plutôt, on va dire, plus moderne, le droit des bases de données, qui irrigue aussi notre problématique sur le site Internet. De même que, et ça c'est un accessoire du site, les droits autour des noms de domaine. Et puis, nous aurons enfin le droit civil classique. C'est le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme, qui peuvent venir permettre, entre des sites qui vont effectivement se ressembler, de dire il y en a un qui est venu finalement dans le sillage de l'autre et qui cherche à prendre finalement un intérêt particulier qui crée un préjudice. Donc, on a aussi le droit civil finalement qui est dans cette matière. Voilà, ça c'est le droit. Et puis, c'est à la fois ce que vous devez respecter, vous, ce que vous voulez qu'on respecte de vous quand vous créez votre site, et ce que vous devez respecter d'autrui, ce que les autres respectent concernant. Donc en fait, on a les deux côtés. Il ne faut jamais penser qu'à ses droits, il faut aussi penser à ses obligations. C'est pour ça d'ailleurs que j'envisage les enjeux juridiques aussi du côté de la défense, non pas seulement en tant que prérogative de droit pour celui qui crée. Il faut aussi respecter ce qui existe. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, écoutez, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le site Internet est composé d'un certain nombre d'éléments individuels, comme, vous aurez peut-être besoin, le logo, le slogan, le pictogramme, le nom de domaine, j'en ai déjà parlé. Et chaque élément est protégeable en tant que tel. Donc, en fait, vous voyez, on a une architecture qui, elle-même, est protégeable, si elle est suffisamment originale. Et puis, on a les éléments distinctifs au sein d'elle qui peuvent l'être aussi. Alors maintenant, pour le contexte économique et technique, il est extrêmement foisonnant. C'est-à-dire qu'on a tout type de sites, finalement. Et là, je vous donnerai, vous savez ça, les sites Internet marchands, le e-commerce, c'est-à-dire où là, on a vraiment l'essentiel du business qui est en ligne, avec éventuellement ensuite des dérivés physiques, mais qui peuvent aussi être seulement virtuels. Vous avez le site Internet simple, qui est l'annexe d'un commerce ou d'une activité artisanale, qui va vous intéresser au premier chef. Et puis, vous avez aussi le site dit vitrine, qui est plus simple et qui est une sorte de carte visite, voilà. Mais qui a beaucoup d'intérêt en termes de communication. Donc, ça peut être, on peut commencer finalement le site Internet par le plus simple. Et à cet égard, je vais demander à monsieur Sébastien Lanternier de nous dire, lui, comment il a opté visiblement pour un site justement classique qui lui a permis de développer ou non, il va nous dire son activité. Parce que c'est ça l'intérêt d'avoir finalement un intervenant qui a déjà travaillé le sujet. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. En fait, assez rapidement s'est posé le besoin d'avoir un site. Je suis entrepreneur dans le bâtiment, tout corps d'État. Et parce que en fait, je communiquais sur. J'avais une page Google My Business, qui m'a porté pas mal de chantiers, pas mal de clients. Et pour assurer le développement, en tout cas multiplier les contacts, j'avais besoin d'un site bien référencé. Et tout était dans le référencement. Donc, j'ai éliminé assez rapidement l'option de le faire moi-même tout seul, parce que je suis au niveau zéro de l'informatique, et que il fallait beaucoup de temps pour apprendre tout ça. Je suis allé chercher après, j'ai fait des recherches sur LinkedIn, j'ai fait des recherches sur des potes autour de moi, et là j'ai tout vu. J'ai vu des propositions de sites à 10 000 €, des propositions de sites à 5 000 €, d'autres à 700 €, d'autres moins chers. Et puis finalement, mon site m'a coûté, j'ai signé un devis à 5 500 € hors taxe.
Alors là, à partir du moment où on choisit et qu'on en parle autour de nous, tout le monde nous donne des conseils, tout le monde nous dit qu'on s'est fait arnaquer. Tout le monde, j'en ai eu plein. C'est trop cher, je vais te le faire moins cher. Et puis finalement, 5 000 euros, 5 500 euros rapportés à des journées de travail, ça représente grosso modo des journées à 500 euros. Ça fait une dizaine de journées de travail pour celui qui fabrique mon site. À 500 euros, c'est pas si cher, compte tenu des prix dans le bâtiment ou des prix qui peuvent s'exercer à droite à gauche. C'est une question après d'investissement. Donc c'est comme ça que j'ai choisi ce prestataire. Et déjà le prix, mais surtout c'est celui qui a le mieux compris mes besoins et ce que je cherchais. J'avais besoin de renforcer ma communication sur Google parce que Google m'apportait énormément beaucoup de chantiers, beaucoup de demandes de devis plutôt. Donc l'objectif du site, c'était d'obtenir des demandes de devis, non pas des chantiers, mais des demandes de devis. Donc tout le site a été orienté autour des clics pour demander des devis, autour des demandes de contact, voilà, j'avais besoin de devis. Parce que plus je fais de devis, plus j'ai de chantiers. Voilà, donc ça fait beaucoup de ratés, mais dans l'ensemble, chaque nombre rapprochait un peu plus d'un oui, donc il fallait multiplier, c'est un jeu de nombres, il fallait multiplier le nombre de contacts. Et c'est lui, de tous ceux que j'ai pu rencontrer, qui a compris le mieux et qui transcrivait le mieux ce que j'attendais et ce que je cherchais. Voilà, alors ça c'est un peu vers ça qu'on va chercher à développer. Il est possible aujourd'hui de développer des sites soi-même. D'ailleurs, il existe, et je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai expliqué à Sandrine Clévenot, sur France Num, qui va être dans mes différents liens utiles pour vous. France Num, vous le tapez, hein, c'est facile à trouver, et c'est un site du gouvernement qui est vraiment en pointe, qui cherche à développer tout ce qui est transformation numérique. Donc, vous verrez qu'il y a pour des entrepreneurs, micro-entrepreneurs, TPE, des formations gratuites qui sont sur 2 jours. Je l'ai appris ce matin, vous verrez sur France Num mieux que ce que je peux vous dire. Je ne veux pas trop perdre de temps avec ça, mais c'est gratuit pour pouvoir développer un site extrêmement simple en autodidacte averti. Mais je ne veux pas que la CMA en prenne ombrage, et vous avez bien entendu monsieur Julien Esteves, et tout ça est complémentaire, parce que bien entendu, ce qui compte, c'est de prendre le maximum d'informations pour être capable d'identifier son besoin, et in fine, de choisir si ça doit être quelque chose on pourrait dire, on commence petit, et puis peut-être qu'on se dit, ensuite, on doit aller voir un prestataire. Et vous verrez aussi sur France Num, et également, j'ai effectivement différents liens à vous suggérer, hein, à vérifier aussi si c'est sur économie.gouv.fr. Je vous fais les 3 que j'ai à vous proposer. francenum.gouv.fr, économie.gouv.fr, avec la spécialité, on pourrait dire, site internet, hein, et entreprendre.service-public.fr. Sur ces 3 liens, vous avez quantité d'informations. Après, c'est toujours pareil, il faut un peu faire le filtre. Je vais essayer de le faire un peu avec vous. Mais typiquement, là, on a déjà énormément. Et on peut voir qu'il y a besoin, dans certains types de sites, de prestataires, parce qu'il y a une vraie architecture à mettre en place. Et ça, on ne peut pas l'inventer si on n'est pas web designer. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire plus simplement, notamment le site carte de visite, hein, qui peut être beaucoup plus simple et qui est beaucoup moins onéreux. Je donne à peu près le tarif qui est annoncé, c'est 1 500 € pour la carte de visite, si vous voulez. Et là, on comprend très bien avec monsieur Lanternier qu'on est, et j'ai vu que les gros sites, c'est 10 000 €, donc là, on est dans l'intermédiaire. On ne va pas rentrer dans trop les détails chiffrés, parce que ce n'est pas forcément ça l'intérêt du jour, puisqu'on va essayer d'être dans le juridique. Les chiffrages, vous pouvez les trouver, en fait. Hein. Alors, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en avant l'intérêt de développer un site Internet. Il y a 42% des TPE-PME, c'est le chiffre dont je dispose, qui a un site Internet. Ça veut dire qu'il y a une majorité qui n'en a pas. Je pense que la transformation numérique est en cours et qu'il va falloir s'en doter. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais pour tout vous dire, moi-même, en tant qu'avocat, je n'en ai pas. Je suis assez mal placé pour vous en parler. C'est pour ça que j'ai pris le temps de regarder tout ce qui existait. C'est pour ça que je suis là, et c'est pour vous dire aussi qu'on peut tout à fait s'en passer. Mais moi, avocat, j'ai un réseau particulier, on va dire. Chacun voit, on va dire, son intérêt et son besoin. Personnellement,
Je n'ai même pas de plaque professionnelle, ce qui me met en contravention sans doute avec l'ordre. Mais moi, mes clients sont des avocats. Vous voyez? Donc, en fait, eh bien, ils viennent en fait, chez moi sans avoir besoin de me trouver ailleurs. Bref, je fais très court. Chacun adaptera son besoin. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous dire que vous avez besoin, sans doute, de savoir si vous en avez besoin. Donc, vous verrez si vous en avez besoin. Mais c'est clairement un enjeu de crédibilité. Ça, c'est vrai. Et aussi un enjeu de responsabilité, puisque vous devenez éditeur de contenu. C'est ça la question qui va se poser. Et avec une terminologie, moi, que j'ai pu étudier pour vous, absolument terrible, puisque c'est beaucoup de choses anglo-saxonnes qu'il faut transposer en français. Donc, je vais vous faire un petit inventaire, et après, comme ça, vous verrez l'inventaire à la travers. Vous avez par exemple, en décryptage du whois, c'est le who's who du nom de domaine. Vous avez le DNS, c'est des histoires qui concernent les serveurs en nom de domaine. L'AFNIC, qui est une association française du nommage Internet et en coopération. L'ICANN, qui est l'équivalent en droit anglo-saxon. Le SLA, c'est des normes particulières de niveau de service quand vous êtes face à un hébergeur ou face à différents prestataires, parce que ça vous donne en fait une certitude sur, en cas d'incident, en combien de temps on rétablit le service. Je vous fais un petit inventaire. Je vais aller vite. SEO, c'est des questions autour des référencements. Et l'UDRP, c'est des questions autour des disputes, autour des noms de domaine en matière administrative quand on n'est pas au contentieux. Là, je vous ai vraiment fait qu'un gros point introductif. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on a besoin effectivement de connaissances juridiques pour aborder ce sujet? C'est que je vous ai dit, c'est composite. On commence par la création. La création, ça nous emmène à l'idée de la propriété, de la titularité du droit. D'accord? On commence par cela. Mais le problème, c'est que on a un article du Code de la propriété intellectuelle qui est L113-1 qui nous dit c'est l'entité, personne physique ou morale, qui divulgue le site Internet et qui le communique au public, qui est présumé en être l'auteur, sauf preuve contraire. Le problème, c'est que vous allez avoir, sauf si vous le faites vous-même, justement, en autodidacte, il y aura souvent un besoin de contrats de cession, qui sont finalement des contrats d'acquisition de droits. Puisqu'en fait, vous allez vouloir récupérer les droits d'un prestataire ou d'un hébergeur, quelqu'un qui a travaillé pour vous, et finalement, ce sera soit par une commande, soit parce que vous avez la chance, et je ferai très court, vous avez des salariés et vous pouvez leur confier ce travail de création. Donc, dans le premier cas, et dans tout état de cause, dans les deux cas en vérité, vous n'avez pas de transfert de propriété intellectuelle automatique. Donc, vous devez disposer d'un contrat distinct qui dit que vous acquériez, que vous êtes en fait en possession des droits de propriété intellectuelle. Et ce contrat, il est important parce que justement, il n'y a pas de cession globale et totale d'œuvres futures en droit de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas possible. Donc, il faut, et c'est très important, que la clause de cession soit identifiée très précisément dans son objet et dans la nature des droits cédés, aussi bien du point de vue de la durée, de la destination et de la zone géographique concernée. Alors ça, c'est un point que je veux mettre tout de suite en avant, sachant qu'il y a des conséquences pratiques immédiates. D'abord, toute exploitation qui ne serait pas expressément désignée dans la cession, elle est présumée non cédée. Deuxième conséquence, au niveau de la facturation, c'est très important de différencier le prix, quand vous allez faire, finalement, c'est prévu dans les contrats, je suppose que vous pourrez nous en parler. Vous avez en fait une différence entre le prix qui est relatif à la cession du droit d'auteur et ce qui est relatif à la prestation effectuée, normalement. Alors, je ne veux pas que M. Lanternier se dise « mais comment a été fait mon contrat ?» Peut-être qu'on en reparlera, mais ça, c'est la théorie. Après, il faut regarder comment c'est mis en pratique. Mais là, je suis sur le niveau théorique juridique. Mais normalement, dans les contrats, on retrouve des clauses qui permettent de faire cette distribution. Idem avec le contrat de travail. Là, j'ai parlé de l'offre de commande, mais ça, c'est beaucoup plus rare. C'est si on a un salarié qui peut être compétent en la matière et qui pourrait créer le site. Il est évident que ce n'est pas nécessairement un salarié qui était, donc c'était la mission. Parce que si c'est dans sa mission contractuelle, à ce moment-là, il y a une exception du législateur qui permet qu'effectivement, les droits sont réputés transmis directement à l'employeur. Mais là, je parle plutôt d'un salarié auquel vous auriez confié la tâche de réaliser le site. Et ce n'est pas dans sa mission contractuelle.
Je vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que c'est très technique. Il y a la question des œuvres collectives qui fait qu'en fait, c'est celui qui ordonne et qui a toute une série ensuite d'intervenants et qui finalement récupère la titularité de l'œuvre collective parce qu'elle est fusionnée. Ça, c'est quand ça devient complexe. Mais ça pourrait être un site qui aurait été conçu pour plusieurs personnes. Mais là, vraiment, on envisage quelque chose d'assez complexe, plutôt dans les plateformes, au niveau plateforme. C'est ce que je comprends en tout cas. Ça ne nous concerne pas beaucoup. C'est pour ça que je préfère pas trop vous embrouiller. Il y a beaucoup de jurisprudence sur ces questions. Il y a notamment celle qu'on voulait évoquer avec Sandrine autour des problématiques de cession de droits d'auteur au fur et à mesure de leur réalisation. Oui, alors c'est une autre question. Alors, pour revenir sur le point, ce qui voulait être dit aussi très clairement, c'est quand vous commandez un site internet à un prestataire, ce n'est pas parce que vous avez une facture et que vous réglez une prestation que vous avez acquis les droits patrimoniaux. Et ça, c'est essentiel. Il n'y a pas de cession implicite. Il faut vraiment que ça soit express. Généralement, ça sera mentionné dans la facture ou parce que ça peut être une prestation, il peut y avoir un prix global qui inclut la cession des droits. Mais dans ce cas-là, ça doit être mentionné sur votre facture et le périmètre de cession. C'est la même chose quand vous commandez un logo et que vous avez un graphiste qui va vous réaliser un logo. Il va vous céder les droits patrimoniaux. C'est exactement la même chose pour le site internet. Donc ça, c'est important. Mais à ce moment-là, en fait, il y a une question assez simple à poser au prestataire, c'est de lui demander ce qui se passe quand on décide de plus travailler ensemble si on ne s'entend plus. Puisqu'en fait, il nous accompagne de manière régulière. Et si à un moment donné, vous vous fâchez avec lui pour diverses raisons, ici, au démarrage et à la signature du devis et du contrat, moi, je lui ai posé la question, en fait, qu'est-ce qui se passe si on se fâche? Pour s'assurer qu'il y a bien la transmission. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez avoir un contrat et normalement, il est mentionné si les droits sont cédés au fur et à mesure, parce que ça peut être le cas sur un site internet, au fur et à mesure de la fourniture des livrables. Donc, ça dépend des prestataires, mais certains veulent conserver les droits d'auteur et ils vous concèdent uniquement un droit d'utilisation. Et dans ce cas-là, il faudra, s'il n'y a aucun moyen de négocier et que vous voulez absolument travailler avec cette personne-là, il faudra au moins s'assurer que vous pourrez transmettre les droits le jour où vous transmettrez votre entreprise et le site internet, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de difficultés à ce niveau-là. S'il y a une chose à se dire, en fait, c'est que si lui, si le prestataire ne veut pas travailler de cette manière, en fait, vous travaillez pour vous, vous ne travaillez pas pour le prestataire, et il doit travailler pour vous. Et si il ne veut pas vous céder les droits, en fait, il ne faut pas choisir. Oui, il faut aller ailleurs. Moi, je vous donnais l'exemple de clients qui sont venus me voir malheureusement au niveau du timing, une fois que le travail était commencé, et il est certain, et vous avez tout à fait raison, le contrat, il est à voir avant de commencer à faire travailler un prestataire. C'est la question du timing. Raison pour laquelle, là, on est en anticipation et ça vous permet immédiatement de vous dire, voilà un point d'attention. Oui. Contrat distinct de la réalisation. Mais parfois, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant, je ne suis pas très content au niveau des délais, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de contrat de négocier. Donc exact. Là, c'était l'exemple. Mais pour terminer simplement sur le propos que je devais mentionner sur cette première question de la titularité des droits, ça sera le cas aussi très particulier d'associés qui sont ensemble. Et souvent, dans des startups, on fait rentrer une personne qui va être en charge, qui sera uniquement associée, qui ne sera pas salariée et qui sera en charge du développement informatique. Donc là, il faut aussi se préoccuper de la cession des droits. Et généralement, on le fait au travers d'un pacte d'actionnaires qui va prévoir un engagement de céder. Mais comme le disait mon confrère, on ne peut pas faire un engagement de cession de droits futurs. Donc, on doit simplement s'engager à procéder à la cession au fur et à mesure. Mais on ne peut pas dire je cède les droits, tous les droits d'auteur que je vais créer plus tard, ça, c'est pas possible. Donc, il y a un engagement et un suivi à faire. Et généralement, on le prévoit dans le pacte d'actionnaire. Et ainsi, si l'actionnaire doit sortir à un moment donné, il va s'engager à céder tous les droits qui sont nécessaires pour l'exploitation du site de la société. J'ai une question. Si cette personne rentre en cours de la société a été créée,
S'il rentre, on vient vous voir et on modifie le pacte d'associés. Oui, parce que parfois, il n'y aura pas eu de pacte d'actionnaire avant. Ouais. Parfois, vous étiez avant associé unique, et puis ensuite, vous allez faire rentrer un actionnaire, que ce soit par des cessions de titres ou une augmentation de capital, et à ce moment-là, on va prévoir des dispositions à ce niveau-là. Ou alors, ce ne sera pas un pacte d'actionnaire, ce sera une lettre, un contrat entre le chef d'entreprise et l'associé qui arrive. Mais il ne faut pas éluder cette question-là, parce que parfois, les associés ne sont pas forcément des salariés. Et j'ajoute un point là sur la question qu'on a abordée sur les éventuels salariés. Juste un point récent en matière de logiciel. Je l'ai noté parce que c'est un point sur les stagiaires dont on parlait tout à l'heure. Le législateur a prévu un régime assoupli pour les stagiaires en instaurant une dévolution des droits patrimoniaux à la structure d'accueil en contrepartie d'une indemnité dédiée. Voilà, donc il faut le prévoir. Mais on ne va pas faire trop long sur cet aspect, vous avez compris, les œuvres de commande, les œuvres dans le cadre d'un contrat de travail, toujours la nécessité de prévoir cette cession spécifique aux droits d'auteur. C'est pour ça que j'ai préféré commencer par ça, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, c'est pas intuitif. Non. De se dire, il y a la réalisation concrète qu'on paye, et il y a aussi ce transfert de droits, très important. Alors, on attaque maintenant sur la question des contrats qui sont autour de la création. On en a deux principaux. C'est d'une part celui qui va être de développement avec les prestataires, s'il y en a, comme M. Lanternier, vous avez donc signé ce contrat, avec un web designer. Et je fais très court, mais il y a des points à penser, ils sont techniques en plus, donc ça mérite ensuite de faire son propre travail. C'est les clauses de propriété sur les codes sources, les questions autour des livrables. Je suppose que vous avez eu des questions comme ça abordées dans le contrat. Garantie sur les délais de livraison et le respect des spécifications techniques. Alors, j'ai un exemple jurisprudentiel que je ne développerai pas trop, mais qui est très proche de ce qui se passe en cas de marché de travaux, c'est-à-dire un problème d'inexécution partielle d'un contrat de développement. Ça peut arriver en cours de route, que ça s'arrête, il y a un problème avec le prestataire. Ce qui est très important, c'est comme dans le contrat d'entreprise, c'est qu'il y ait d'abord un cahier des charges, un devis, une provision, mais qui n'est pas réglée complètement, hein, c'est préférable, le lancement dans une version bêta, avant d'arriver à des réserves et de compléter au besoin, parce que ça ne marche pas exactement comme on souhaitait, etc. Voilà, finalement, on est là-dessus. Donc, je ne ferai pas très longtemps sur ça, parce que finalement, c'est du droit commun. Hein. Par contre, tout ce qui concerne le contrat d'hébergement, ça s'ajoute, puisqu'on a besoin d'un hébergeur, ça c'est sûr. Et là, c'est là où je vais commencer à parler un peu anglais. Et je ferai court quand même, parce que vous allez voir, c'est trop pénible. Mais enfin, là, c'est le Service Level Agreement, qui est finalement pour définir les engagements de l'hébergeur en termes de disponibilité et de sécurité. Donc ça, il faut aller vérifier ce que sont les conditions. Et pour vous en souvenir, je vais vous donner des mots-clés. PSG, TD, GTI, c'est bon ça, et GTR. Alors, ça veut dire quoi? PSG, c'est la plage de service garantie. TD, c'est le taux de disponibilité. Le GTI, c'est la garantie de temps d'intervention, c'est le délai garanti par le prestataire en cas d'incident. Et vous avez surtout le GTR, c'est le plus important, c'est la garantie de temps de rétablissement du service. Et tout ça, il y a plein de choses, plein de littérature autour de ces points-là. Voilà, vous avez. Je pense qu'on est déjà sur une question d'expertise de ce qu'on veut en termes d'hébergement. Et là, on dépasse un peu mon cadre. En fait, tout dépendra si c'est un site vitrine ou un site marchand, parce qu'il est bien évident que les derniers éléments sont impératifs dès l'instant où vous avez une application ou un site internet qui doit fonctionner. Exactement. Ça, là, on va être sur la question du besoin et on va le voir. Ça dépendra du prestataire dès le départ qui va nous dire on va vous orienter vers cette solution plutôt qu'une autre. Alors, une fois que j'ai parlé de cela, je voudrais que vous entendiez maintenant, après cette question, on va dire, de la titularité et des contrats qui sont au support de cet exercice et de cette création, nous allons avoir la protection et la distinction. D'abord, au regard du site lui-même, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher, c'est la sécurité technique et administrative. Alors, technique, je fais très court, mais vous en doutez, c'est évidemment les problématiques de cyberattaque. Donc, il faut avoir ce risque en tête. On l'a tous, mais malheureusement, parfois, on est démunis parce qu'on n'a pas fait toutes les mesures, les contre-mesures utiles.
perte de données, rançon financière, ça peut exister. Donc, il faut des firewalls en Internet, en intranet. Et il faut, là, s'en remettre à des solutions techniques pour se protéger. Et puis, ce qui est plus important, enfin, c'est pas plus important, mais c'est quelque chose de moins facile à appréhender, c'est tout ce qui va concerner l'identification du site Internet à travers le nom de domaine associé au site. Vous allez chercher, en fait, à ce que vous réserviez finalement un nom. Et ça, il y a un travail à mener qui est juridique, qui est administratif et juridique. C'est le choix du .fr, .com. C'est le prix de l'abonnement, sa durée, entre 1 et 10 ans en principe. Voilà, là, on va avoir des questions à se poser. Quel périmètre on souhaite? Est-ce qu'on veut être en France? Est-ce qu'on veut être plus mondialisé? Le .com, je rappelle, c'est compagnie et pas commerce. Oui. Préféré qu'on pose des questions au fur et à mesure? J'aurais préféré. C'est vrai qu'on a un exposé assez long, mais si vous voulez, allez-y, oui. Il existe des points Paris aujourd'hui. Est-ce que vous savez si c'est juste pour les intramuros ou Grand Paris? Je vous répondrai pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, alors là, France Num, l'AFNIC, je vais en parler après, l'Association française de nommage Internet en coopération, là, ils vous répondront facilement. C'est des spécialistes, c'est eux qui gèrent ces points-là. Je vous renvoie aux spécialistes, l'AFNIC en France. AFNIC. Je continue, voilà. Alors, les noms de domaine, ça envoie vers des questions qui sont justement que vous allez aller pouvoir vérifier sur l'AFNIC pour voir leur disponibilité, qui ne soient pas en concurrence avec d'autres, qui ne soient pas non plus, qui préjudicieraient à des droits du type marque. Donc, il faudra peut-être avoir des recherches pour voir avec l'INPI aussi. Il y a tout un travail à mener en préalable là-dessus. Mais justement, l'AFNIC, et votre question tombe bien parce que j'allais vous y renvoyer, il y a un WHOIS, j'ai dit WHOIS, W-H-O-I-S, qui est contrôlé par l'AFNIC et qui vous dira ce qui est possible de déposer ou pas. Donc, vous savez, c'est W-H-O-I-S, c'est un petit serveur qui est associé au site de l'AFNIC. Alors, je fais un peu court pour aller droit vers les questions de processus de renouvellement. Bien sûr que ce sera important d'avoir prévu éventuellement des reconductions automatiques pour éviter que le nom de domaine retombe dans le domaine public. Donc, il y a des questions à se poser à ce propos. Vous voulez parler de la maintenance, c'est ça? C'est en fait, je ne parle que de mon histoire. Au moment de la signature du devis, donc ou du contrat, après vous rentrera, voilà. Mais au moment de la signature du devis, se poser la question de la maintenance du site, parce que quand ça tombe en panne, ça ne fonctionne plus. Et moi, encore une fois, je n'avais pas les compétences pour réparer ça. Et tout de suite, il m'a annoncé la couleur en disant ça va être 700 € par mois. Tu prends par an, pardon. Tu prends, tu ne prends pas. Et puis c'était une évidence en fait, parce que encore une fois, il faut le rapporter 700 € divisé à l'année, ça fait moins de 70 balles, 10 €, pardon. Finalement, c'est pas grand-chose. Et ça permet le maintien du site. S'il y a une attaque, une cyberattaque, parce que par le site, je reçois beaucoup de mails, donc il faut que les mails fonctionnent. Il y a des mises à jour qui sont sans cesse régulièrement envoyées tous les mois, tous les 2 mois, ou plusieurs fois par mois, et qui permettent de maintenir le bon état de fonctionnement du site. Donc ça vient en plus de la prestation. Oui, après c'est dans le package en fait. C'est l'entreprise qui s'occupe de ça, qui gère en fait, qui a géré l'inscription de mon nom de domaine, qui m'a proposé différents noms de domaine, le .fr, le .paris, le .com, celui qui nous semblait le plus évident, le plus attractif, le plus facile à mémoriser, le plus facile à taper. Ensuite, le renouvellement du nom de domaine, le renouvellement du contrat avec la société, la plateforme qui gère le site. Tout ça,
ça peut être pris en charge par l'entreprise. Et si vous choisissez une entreprise et que ça rentre dans son travail, bah, c'est du temps de travail que ça nous libère en fait. Absolument. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir une solution clé en main, on pourrait dire, avec aussi un prestataire qui s'occupe de ces points-là. Mais on va aussi aborder ceux qui, justement, sont en démarrage et qui n'ont pas cette chance finalement. Et donc, ils doivent être attentifs à des points qui complètent ce qu'on vient de dire. J'ai parlé du process de renouvellement avec une possibilité de reconduction automatique qui est quand même bien souhaitable. Comme ça, on sait que c'est déjà en cours. Bon, ça a un coût, mais c'est prêt. Il y a la vérification des serveurs DNS. Alors, DNS, Domain Name System. Donc, c'est de savoir chez qui on est hébergé, si on prend ça spécifiquement, si on n'a pas un prestataire qui nous invite à choisir ce type de choses. Et là, c'est important de savoir quelles sont les conditions contractuelles de cet hébergeur pour pouvoir garder la main, spécialement si on change d'hébergement. Si à un moment donné, on est amené à vouloir changer, migrer. Et là, je ne vous parle pas en pratique, je ne l'ai jamais fait moi-même, mais on peut se douter qu'il y a plein de problématiques qui se posent, donc il faut en être conscient. Et ça, c'est vrai que c'est un travail spécifique à mener. En fait, le choix de l'hébergeur vient en fonction du type de site que vous voulez. Si vous voulez un site graphique, un site marchand, un site informatif, pardon. Là, vous allez avoir le choix et il vous proposera différents DNS, en fait, et ces sociétés proposeront une maintenance. Donc, ça viendra avec, en fait. Mais votre prestataire doit vous présenter différents sites. Ils sont grosso modo tous au même prix et grosso modo, ils proposent quasiment tous le même type de service, mais ils sont plus orientés graphisme, plus orientés information ou site marchand. Donc, c'est vraiment votre besoin premier et c'est la définition de votre positionnement de site, de marque qui va designer tout ça, en fait. Il faut réfléchir, en fait, beaucoup à l'utilité du site, à ce que vous souhaitez en faire, à ce que vous souhaitez en obtenir. Et après, vous allez vous diriger naturellement, il va vous aider à vous diriger naturellement. Si vous n'avez personne pour le faire, il faut vous cultiver énormément. Et là, bonne chance. Pas parce que nous avons la CMA, Bien sûr. et nous avons France Num. Bien sûr, bien sûr. Ça pour qu'il y ait aussi la possibilité de partir. Mais c'est important d'avoir le double éclairage. J'ai une question par rapport à la localisation de l'hébergeur. S'il n'est pas en France, si c'est situé dans un autre pays, est-ce que ça pose des problèmes juridiques pour la protection des données? Alors ça, c'est une belle question. Alors, en fait, il faudra surtout voir par rapport à l'Europe ou pas, parce que c'est vrai que vient la question du RGPD, je ne peux pas en parler tout à l'heure non plus, mais pour être plus tranquille au niveau des données, effectivement, il faut s'assurer la conformité avec le RGPD européen. Et donc, que les données ne puissent pas se promener n'importe où. Donc ça, c'est des questions à poser au moment où vous recherchez votre prestataire. Oui, et il serait préférable de rester dans le cadre européen de l'Union, en fait, pour être, votre question appelle à cette réponse de prudence. Parce que je vais y venir, on a des règles assez précises et évolutives, en particulier en matière de RGPD. Alors, à ce propos, pour un petit peu migrer vers les besoins qu'on peut rencontrer dans le cadre du développement de ce site qu'on a créé, on a évidemment la question du référencement, pour distinguer finalement notre site. Et là, je vais faire court parce qu'il y a pas mal de points abordés, mais je synthétise au maximum. Vous avez la question du payant à travers des systèmes comme Google, avec Google Ads, qui va vous permettre de créer des mots-clés pour être référencé, bien sûr. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est là où je parle encore anglais, Search Engine Optimization. Et je vous expliquerai la différence entre les deux, avec des risques qui existent dans les deux cas, mais qui ne vous concernent pas directement. Je vous donne juste l'exemple. Il arrive qu'une entité, alors on peut faire donc du Google Ads sur ses propres mots-clés, pas de problème, on est finalement bien clair. Mais on voudrait, certains le font, des petits malins, si j'ose dire, acheter des mots-clés correspondant au nom de marque de ses concurrents, pour faire apparaître sa publicité Google Ads lorsqu'un internaute recherche des produits de la marque concurrente, justement, sur Internet. Alors, qu'a dit l'agent ? Ça donne envie. Enfin, c'est risqué.
c'est du parasitisme, mais la jurisprudence est plus nuancée. C'est juste pour vous donner cette question. Enfin là, c'est une réflexion. La réservation d'un mot-clé constitué par une marque protégée ne sera pas automatiquement qualifiée de contrefaçon. Contrefaçon, c'est le délit lorsque c'est un délit pénal, hein, la contrefaçon. C'est pas juste le parasitisme, hein, c'est pas juste la responsabilité civile. C'est là vous avez une peine pénale et c'est ce qui est le plus grave en la matière. Eh bien, la jurisprudence, c'est la Cour d'appel de Paris, considère que le titulaire de la marque n'est pas habilité à interdire un tel usage que lorsque les résultats de la recherche ne permettent pas ou permettent seulement difficilement à l'internaute moyen, vous voyez, c'est genre la personne moyenne, il faut essayer de définir, de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou au contraire d'un tiers. On voit bien l'idée autour de la question de la confusion. Mais il y aura une recherche factuelle. On ne peut pas répondre automatiquement. Vous voyez, il faudra voir en fonction du type de volonté de créer un mot-clé. Et est-ce qu'on peut derrière considérer que la personne, sans tomber dans la question de la bonne foi, mais qui sera peut-être prise en compte, voilà. Vous avez la même problématique qui se pose en référencement naturel. Parce que le référencement naturel, contrairement au système du référencement payant, c'est la possibilité, j'ai appris cela, voyez-vous, d'ajouter des mots-clés directement dans le code source afin de favoriser le référencement du site sur ce mot-là. Et on peut arriver finalement par ce biais à la même astuce que ce que je viens de décrire avant. Donc il y aura aussi en jurisprudence, il y a un arrêt de la Cour, pour ceux qui voudraient faire une recherche, de la commerciale Cour de cassation, 18 octobre 2023, pourvoi numéro, je le trouve intéressant, ceux qui voudront aller le voir, on le trouve sur Légifrance, pourvoi numéro 20-20-055, pour faire du droit et comprendre un peu quels sont les enjeux lorsqu'on est confronté à ces conflits où il y a eu finalement une forme c'est une forme d'utilisation de la notoriété d'une marque pour se faire de la publicité. Et vous verrez comment la Cour de cassation, très subtilement, puisque c'est finalement une problématique de fait, ce n'est pas un problème de droit. Et j'ouvre la Cour de cassation, qui normalement juge du droit, est obligée de statuer en fait. En fait, vous parlez des mots-clés et vous parlez du référencement. Oui. Tout à l'heure, on parlait, vous avez évoqué l'idée d'être servi dans les temps et que le prestataire respecte ses délais. Mais il y a aussi un énorme travail de préparation en amont de notre part, de ma part. Mon site perso, ça a pris 8 mois de fabrication. 8 mois parce que j'étais lent, parce que j'ai choisi avec précaution, avec attention, mes mots-clés. Et d'ailleurs, le prestataire, l'entreprise, me relançait souvent. On est en retard par rapport au délai qu'il m'avait annoncé. Mais c'était volontaire parce que je n'avais pas trouvé tous les mots-clés. Et en fait, il y a le cadre de référencement naturel et Google Ads aussi, mais je n'avais pas envie de payer Google pour m'aider à me référencer parce que ça me mettait encore plus dans le système de Google. Donc en fait, j'ai trouvé un moyen assez simple qui consistait j'avais déjà ma page Google. Donc les gens me contactaient grâce à Google et à chaque personne avec qui je discutais, je lui demandais quel mot il avait tapé pour arriver à mon entreprise en fait. Et donc il y en avait un c'était travaux, il y en avait un c'était peinture, il y en avait un c'était je sais pas, c'était tous les mots clés et tous les mots qui sont d'usage dans mon métier. Ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de vampiriser le mot d'une autre marque. Et en fait, ce sont les mots-clés de tout le monde. Et à partir de là, j'ai eu toute une liste de mots-clés que j'ai intégrés. Et ça, c'était mon boulot, c'est pas le boulot de l'entreprise qui crée votre site, que j'ai dû intégrer dans du texte. Il m'a donné un périmètre de texte avec un nombre de mots à écrire, avec un nombre de pages, un nombre de mots. À l'intérieur, j'ai créé un texte. Et dans ce texte, j'ai inclus, et aujourd'hui, avec ChatGPT, avec toute l'intelligence artificielle, c'est très facile à développer. Et j'ai inclus à l'intérieur de ça tous les mots-clés que mes prospects m'avaient donnés. Et ce qui fait qu'après, le référencement naturel se fait encore plus rapidement et d'une meilleure manière. Ça devient plus performant. Et merci d'avoir donné cet éclairage, parce que moi j'étais parti sur les problèmes contentieux. Ça ne va pas avec les problèmes contentieux que vous avez rencontrés, on l'espère.
Et justement, pour pas qu'il y ait de problème contentieux, il faut avoir prévu finalement en amont pour éviter toute difficulté. Et là, moi, ce que je vous ai donné, c'est des exemples jurisprudentiels où il y a eu finalement des gens qui cherchent à être à la limite du hors-jeu. C'est pas ce qu'on cherche. Il vaut mieux finalement être dans quelque chose de... Si on suit son chemin, on trouve sa place. Alors, j'enchaîne avec, je vous avais donné en fait ce qui concernait le site lui-même, et maintenant je vais vous on va prêter attention au respect des droits d'autrui et à la réglementation. Et elle est assez vaste. Je fais vraiment au minimum pour simplifier le discours. Alors, d'abord, vous comprenez bien, c'est ce que j'ai dit dès le début, c'est qu'on a nos droits, mais on a les droits à respecter les autres. Et en l'occurrence, les droits concurrence avec lesquels c'est des droits de propriété intellectuelle déjà existants. Donc du droit d'auteur ou assimilé. Droit des dessins et modèles, j'y reviendrai avec la petite nuance qui concerne plus le graphique. Et puis, on a les marques. Les marques, ça c'est important parce que, je l'ai dit dès le début, on ne peut pas, ça dépend du type de business, de e-business qu'on développe, mais ça sera sur les intitulés, les marques. Mais on peut avoir tout de suite aussi des choses auxquelles on ne pense pas. Je vous en ai parlé, Sandrine, avec un client qui m'a posé un gros problème, je ne peux pas donner son nom, mais c'est comme ça que j'ai vu qu'on pouvait développer un e-business sans avoir respecté les droits liés, par exemple, aux indications géographiques protégées. Oui, on n'y pense pas forcément. Au début, quand on lance un business, c'était dans du commerce de bouche de haut niveau, avec des questions de droit sur des labels, et qui n'étaient pas respectés dans le cadre du site. Donc, je mets en garde immédiatement tous ceux qui développent du business. Là, on est sur des travaux, site de travaux, c'est spécifique, voilà. Donc, il peut y avoir voilà, exactement. On pourrait avoir, c'est ça, il faut des autorisations. On en parlera dans les mentions légales d'ailleurs, puisque finalement, vous devez accélérer. C'est ça? D'accord. Oui, je vois que l'heure tourne. On avance, Madame la bâtonnière, soyez sûrs. Il faut qu'on soit complet quand même. Alors, pour aller vite, à respecter donc, c'est les droits d'autrui, et vous avez justement toute la réglementation. Donc, vous avez les mentions légales, vous avez les données personnelles, la RGPD, on en dira un mot, et le droit de la consommation. Alors, pour faire plus vite, les mentions légales, c'est la nomenclature posée par la loi, vous pouvez noter, pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. Vous verrez qu'il y a une base existante, toute activité, et puis vous avez des activités particulières, commerciales, les sites marchands, les activités réglementées, et vous, les activités artisanales, qui sont aussi spécifiques. Et vous verrez la nécessité du numéro immatriculation. Vérifiez bien, monsieur Lanternier, si votre prestataire vous devez avoir votre RNE, registre national unique des entreprises. On est au bon endroit pour en parler. Voilà. Donc ça, il le faut. Les CGU, les conditions générales d'utilisation de base, mais aussi les CGV pour les sites les marchands, donc les conditions générales de vente. Et là, je vous renvoie, pour faire court, au site économie.gouv.fr. Vous tapez mention légale et le site en question, donc un site gouvernemental, et vous aurez tout ce qu'il faut respecter en termes de SIRET, vous voyez, toutes les petites choses auxquelles on pense. C'est assez évident. Je rappelle que ça, c'est du pénal, au fait, hein, la mention légale, si elles ne sont pas bien respectées. On arrive à de l'amende et de l'emprisonnement théorique. La alors ça, c'est bon. RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données personnelles. Donc, c'est issu d'un droit européen qui a été converti. Là, je vous renvoie vers la CNIL. Vous verrez les 6 grandes thématiques de collecte des données, des questions de nécessité par rapport à l'objectif, de transparence, d'organisation et de facilitation du droit des personnes. Il y a 6 grands principes qui se finissent d'ailleurs par une mise en conformité dans une démarche continue. Et là, on a finalement des choses qui vont dans le bon sens, j'allais dire, mais qui peuvent, par exemple, vous donner à respecter une information à donner à l'utilisateur sur la collecte des données, son consentement aux cookies non nécessaires, vous voyez, ce genre de choses. Assez technique, mais qu'on comprend assez bien. Pour la consommation, code. Il y a un code. Donc, il y a 3 articles. L221-18, c'est pour les sites marchands, c'est la question autour de l'information sur le droit de rétractation. 14 jours.
Et ça ne concerne pas tout le monde, mais bon, ça peut, voilà. L112-1, c'est sur l'affichage des prix TTC pour les biens et services, et bien entendu, une règle d'ordre public, la prohibition de la publicité trompeuse L121-1. Et maintenant qu'on en est là, et pour faire au plus court, on va quand même parler de l'exploitation du site en lui-même, si vous voulez. Là, je vous ai parlé de sa création. Maintenant, on peut parler en quelques mots de quels sont les grands fondements qui vous permettent de vous prévaloir d'une protection du site. J'ai parlé dès le début du droit d'auteur. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a des droits composites. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que le droit d'auteur qui vient s'appliquer. Le droit d'auteur, c'est si on a l'originalité, l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Alors, c'est très spécifique en matière technique, parce que je ne parle pas du logiciel qui est protégé en tant que tel par le droit d'auteur, mais vous avez là, finalement, avec le site Internet, la question de savoir si finalement un site Internet il peut être distinctif et original, ou si finalement il est banal. Et pour avoir la protection maximale, c'est le droit d'auteur, parce que c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Et vous êtes cessionnaire des droits, puisque si vous avez prévu votre contrat, comme j'ai dit de tout début, vous pouvez avoir la protection. C'est théorique, ce que je dis, mais en même temps, voilà, ça montre que la protection est supérieure, par exemple, au droit des dessins et modèles. C'est 25 ans, le droit des dessins et modèles. Il y a les mêmes critères, c'est la nouveauté et le caractère propre, alors que le droit d'auteur, c'est l'originalité. Et comment on a la protection max du droit d'auteur? Eh bien, alors regardez, la jurisprudence, elle est d'une finesse. Par exemple, le fait de reprendre des éléments banals n'exclut pas, ipso facto, une protection au titre du droit d'auteur de par leur combinaison d'éléments banals. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais c'est banal, on le retrouve sur des sites. Mais la combinaison peut devenir finalement originale. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2011 dans une affaire venteprivée.com contre clubprivé.com. On peut aller voir l'arrêt si on s'y intéresse. De la même manière, le tribunal de Paris a aussi statué sur des questions comme ça, si vous voulez. C'est la question de savoir, en deux mots, si ce qui compte, c'est entre deux sites qui se ressemblent, est-ce qu'on fait plus prévaloir les éléments communs, ou alors on demande justement au demandeur en contrefaçon, qui veut se prévaloir, qui est contrefaçon, de faire la preuve de l'effort personnalisé de son auteur sur chacun des éléments. On va avoir des débats judiciaires sur ces questions-là. Est-ce qu'on mesure plus les éléments en commun ou ce que a apporté l'auteur et qui le distingue? Et on va avoir des questions factuelles finalement à résoudre. Voilà, c'est pour vous faire toucher du doigt les problématiques en contentieux. L'exemple de la jurisprudence, sauf erreur de ma part, c'était des conditions générales de vente qui avaient été reproduites. Et en fait, c'est la fausse bonne idée, quand on doit faire ces conditions générales de vente, de recopier celles qu'on trouve sur Internet. Alors, il faut que ça soit éventuellement une source d'inspiration, mais surtout ne pas recopier. Puis parfois, c'est mal recopié, donc on oublie d'enlever le nom. Donc, il faut faire très attention à ces éléments-là. Et effectivement, comme ça circule sur Internet, eh bien, on peut se retrouver très, très rapidement sanctionné à ce niveau-là parce qu'on a repris le travail d'un autre et en l'occurrence les conditions générales de vente. Alors merci parce que je ne connaissais pas les faits et ça c'est typique. On touche du doigt quelque chose de dangereux. C'est facile, on va s'approprier un contenu existant. Danger, personnalisation maximale. On fait relire à des amis. On va voir un conseil, un avocat si c'est vraiment nécessaire, mais très dangereux. Très dangereux. Par exemple, pour préparer ce petit exposé, sachez bien que j'ai fait très attention. D'ailleurs, je ne donnerai pas mes sources, mais il est évident que j'ai fait une reformulation et une refonte intellectuelle. On ne peut pas se contenter d'aller piocher à droite à gauche et puis laisser finalement presque les erreurs d'ailleurs, qui bien distinctives. Parce que si on prend des choses où il y a des erreurs, elles deviennent distinctives. Enfin, on sait que c'est l'origine de la contrefaçon. Surtout sur les CGV, on a eu une formation là-dessus. On voit bien que les cas de figure peuvent différer. Si on s'adresse aux consommateurs, on aura des mentions à faire figurer, puis ça s'actualise au fur et à mesure. Donc parfois, vous avez des CGV qui sont datés d'avant une période, une certaine législation, et du coup, on va se retrouver à recopier des choses qui sont obsolètes en plus. Oui. Alors là, on était parfait sur ce point d'alerte, puisqu'on est là plutôt pour vous alerter sur des difficultés. Pour finir avec, parce qu'on ne va pas faire du juridique trop longtemps, vous avez la dernière notion à aborder, c'est le droit civil, le droit de la responsabilité civile. Si on ne peut pas avoir le droit d'auteur en protection ou le droit des dessins et modèles, pour lequel je ne reviens pas, mais qui est plus spécifique
ou graphisme, vous avez la possibilité potentiellement qu'un site ait fait une forme de parasitisme, c'est-à-dire se soit mis dans le sillage et repris des éléments, mais qui n'étaient pas considérés droit d'auteur, qui n'étaient pas considérés droit des dessins et modèles, et qui va finalement engager sa responsabilité pour faute. Le droit des bases des données, je vous dis qu'il existe. Vous le retrouverez aux articles L341-1, ça ne va pas vous concerner au premier chef, c'est des énormes travaux qui servent aux plateformes pour créer leurs bases de données. Vous pouvez avoir des bases de données clients. Je pense que c'est le cas pour Monsieur Landernier, j'imagine. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe et qu'il y a une protection spécifique sur ces bases de données. Mais en général, c'est pas ça qui fait le. C'est important, bien sûr, la clientèle, mais c'est pas ce qui va devenir un enjeu. On va pas venir vous prendre ces éléments. Donc normalement, il n'y a pas de question trop de protection. Mais ça existe, en tout cas, pour certains types d'activités, avec les droits du producteur de la base de données. Il y a tout un dispositif légal qui s'est mis en place puisque les bases de données sont devenues des choses importantes en termes d'actifs pour certaines sociétés. Et je finis avec la question, parce que je pense qu'il faut en dire un mot, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, c'est la question où justement on va se retrouver en squatté. C'est ce qui est utilisé par... disons, la jurisprudence et la pratique, c'est du parasitisme autour des questions de nom de domaine, où finalement, on veut combattre soit la copie de l'imitation du nom de domaine, soit on a la question même de l'imitation du site. Mais ça, je considère l'avoir résolu à travers le droit que je vous ai expliqué sur les 3 points d'appui pour défendre son site. On va rester juste donc sur le nom de domaine. C'est ce qu'on appelle le typo-squatting. Alors, le typo-squatting, pour y faire face, vous avez 2 méthodes. C'est-à-dire, le nom de domaine a été merci, on avait en plus une mise en scène. Le typo-squatting, effectivement, le risque, eh bien, c'est que ça déborde finalement le judiciaire et qu'il y ait trop si vous voulez, de volume de problèmes. Alors, il y a 2 méthodes. Il y a la saisine judiciaire, lorsqu'on a vraiment une proximité orthographique très proche du concurrent et qui crée un avantage commercial indu, qui lui fait profiter d'investissement et de la notoriété du concurrent. Et là, on tombe dans la concurrence déloyale qu'on peut aller faire sanctionner devant un juge judiciaire et on fait des demandes de dommages-intérêts. Mais il y a un dispositif, parce que ça, finalement, la saisine judiciaire, on peut s'y attendre, mais c'est long, etc., c'est compliqué, le judiciaire, c'est aléatoire. Il y a une voie très importante qu'il faut que vous sachiez, moi je ne la connaissais pas, c'est la procédure administrative. Et il y en a même plusieurs. Et on revient à ce que je vous ai dit sur les noms d'organismes comme l'AFNIC en France, l'ICANN aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, c'est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui a la même vocation, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, c'est la possibilité, grâce à une procédure administrative, de faire radier un nom de domaine qui serait parasite, ou se le faire transférer à son profit. Et c'est pour accélérer les choses qu'on a ce système administratif, parce qu'on peut avoir une décision en environ 4 mois. Alors, au judiciaire, vous oubliez, hein, c'est plutôt 4 ans. Non, j'exagère, parce qu'on peut toujours espérer être en référé, etc. Mais c'est pour avoir une solution pragmatique. Et en l'occurrence, je vous donne, vous trouvez tout cela à travers l'AFNIC, dont j'ai parlé tout à l'heure, le site de l'AFNIC, l'Association française de nommage de l'Internet et en coopération, c'est un peu bizarre ce nom. Donc en fait, toute personne ayant intérêt à agir peut solliciter l'AFNIC pour supprimer, transférer le nom de domaine qui serait contraire aux dispositions de l'article L45-2 du Code des postes et télécommunications et des communications électroniques. En fait, il y a un code particulier. Et 3 conditions sont nécessaires au service pour déposer cette plainte et aboutir finalement à une radiation de ce nom que vous auriez considéré comme vous portant tort. Et ça peut se faire dans un délai, comme j'ai dit, une instruction en 21 jours, plus 17 jours, et la décision est rendue dans les 2 mois suivants par un collège d'experts. Donc ça, c'est un truc à savoir, parce que bon, c'est pas évident de le savoir. Et puis, j'en ai quasiment fini, puisque après, je pourrais revenir sur des points de détail, mais finalement, voilà, vous avez à travers cette présentation, de la création jusqu'à l'exploitation, un balayage des problématiques juridiques qui peuvent être les vôtres. Et je laisse la parole à mon excellente
confrère Sandrine Clémenot qui va vous parler puisqu'on est à l'exploitation jusqu'à la cession. Oui, alors moi je vais intervenir rapidement parce que je vois que l'heure tourne et de toute façon, les trois éléments dont je vais vous parler seront quelque part une synthèse de tout ce qu'on a déjà vu depuis le début. Tout d'abord, dans l'actif à transmettre, les précautions qu'il faut mettre en place lorsqu'on prévoit de céder son site Internet. Le premier, c'est la maintenance. Et tout à l'heure, M. Lanternier nous a expliqué que c'était un élément à prendre en compte aussi dans le coût du prestataire, mais c'est aussi un élément essentiel parce que c'est ce qui va rendre votre site vivant. Enfin, j'imagine, la maintenance, c'est quoi? C'est s'assurer qu'on n'a pas des pages 404, que ça tourne correctement. Alors, je ne sais pas si vous avez des échanges, vous, avec votre prestataire régulièrement. Je reçois des mails. Je reçois des mails. Je reçois des mails régulièrement, je pense une fois par mois, qui m'indiquent qu'une maintenance va être faite et qu'il y a une mise à jour. En fait, la plateforme crée des mises à jour en fonction des attaques, en fonction de tout ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur univers que je ne connais pas. Et ils me disent la mise à jour a été faite, ils m'envoient un mail, ils me demandent de répondre au mail. En fait, c'est un message de contact client sur mon site. C'est lui qui m'écrit pour dire coucou. Je réponds, ça marche. Et puis voilà, la mise à jour est faite. La mise à jour et contrôle de la maintenance et de la mise à jour est faite. Alors, et après, le deuxième volet, souvent, ça sera la préparation avec un audit qui est fait par la personne qui va reprendre votre site Internet. Et là, on va balayer tout ce que vous auriez dû faire, en tout cas, s'assurer que tout a été fait correctement. La première chose, c'est de s'assurer que la personne qui va vendre le site Internet est propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle. Donc, ça veut dire la marque, le nom de domaine. Souvent, on a le cas, on crée son entreprise et on a déjà eu l'idée du nom de domaine avant. Donc, on va l'enregistrer à titre personnel et on ne pensera pas forcément tout de suite à le rétrocéder à l'entreprise. De la même manière, la marque, on n'y pensera pas tout de suite. Et pourtant, c'est essentiel de le faire assez rapidement parce que quand on l'a déposée, tant qu'à faire dans la foulée, ensuite, on peut la retransmettre à la société. Donc ça, c'est des droits dont il faut être titulaire dès l'instant où c'est utilisé. Et puis, il y a aussi donc, le droit d'auteur pour le contenu, s'assurer qu'on avait bien contractualisé et que on est bien le propriétaire de tous les éléments du site. Donc ça va être sur cette phase d'audit. Alors ça, c'est sur la titularité des droits. Après, il y aura tous les contrats qui peuvent être liés à l'exploitation du site Internet. Donc, après, tout dépendra si vous avez un site vitrine ou un site marchand. Il y aura beaucoup plus de contrats si c'est un site marchand, sur les moyens de paiement, sur la logistique éventuelle, sur tout ce qui est marketplace. Enfin bon, il y a tout un panel de contrats particuliers pour l'exploitation du site Internet. Et puis également tout ce qui concerne le référencement, la maintenance, etc. Donc ça, c'est le premier volet sur les éléments dont il faut tenir compte et anticiper. Donc c'est le fait d'avoir bien respecté les premières étapes et de s'assurer de ses droits et de bien les faire détenir par la bonne personne, ce sera une chose importante. Ensuite, après, c'est de savoir, de qualifier la vente du site Internet. Comment est-ce qu'elle se fait? Ça peut être un ensemble avec la société tout entière. Donc là, ce sera un des éléments des actifs de la société. Donc c'est plutôt classique et ça fera l'objet donc de l'audit et sûrement de déclarations qui seront faites dans le cadre de la cession des titres. Après, si on ne cède pas toute la société, mais plutôt une activité, il faudra savoir si on a affaire à un site marchand ou si c'est un site vitrine. Si c'est un site vitrine, on vendra un site tout court. Si c'est un site marchand, il y a de fortes chances que l'on qualifie ça de fonds de commerce électronique. Et là, c'est un type de fonds de commerce qui est plutôt particulier. Pour l'instant, ce n'est pas encore extrêmement répandu, mais je dois dire qu'avec le Covid, il y a eu à un moment donné, il y a un engouement pour les sites Internet qui étaient
pure player, on va dire, dans la terminologie, c'est-à-dire qu'ils ne vendent que via le site internet. Et du coup, là, on va être sur une session de fonds de commerce électronique, donc ça se rapprochera d'une session de fonds de commerce avec des spécificités, notamment toujours sur la titularité des droits, mais aussi sur le lieu d'exploitation qui n'est pas une boutique, mais qui est un site internet. Donc ça donne lieu à quelques petites spécificités au niveau de l'acte de cession de fonds, mais ça restera comme un acte de cession de fonds de commerce avec les publicités, alors les informations obligatoires comme pour toute cession de fonds de commerce avec le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation. Il y aura également des déclarations et il y aura le séquestre et le formalisme qui est lié à la cession de fonds de commerce classiques. Et les droits d'enregistrement. Et les sites qui ramènent des contacts. Parce qu'en fait, c'est mon cas. J'ai un site qui ramène des contacts. Je ne fais pas de vente, mais ça me permet de faire des vies. Donc l'idée, c'était de chercher des contacts. Oui. Alors, pour moi, c'est plutôt, si ce n'est pas l'endroit où vous faites la vente, alors c'est comme un magasin où vous avez des gens qui passent mais qui n'achètent pas. Pour moi, ce ne sera pas l'endroit où vous faites le chiffre d'affaires, mais ça aura une valeur. Alors, pour déterminer la valeur aussi. C'est le contact, le lead, cette monnaie. Tout à fait. Je ne dis pas que c'est sans valeur, mais là, je parlais du régime juridique de la vente. Il n'empêche qu'il y aura des droits d'enregistrement, il y aura une valeur à déterminer, mais on pourra considérer que ce n'est pas forcément une cession de fonds de commerce. En tout cas, moi, d'après ce que j'ai pu lire sur la question, dès l'instant où ça n'est pas un site marchand, c'est difficile de qualifier ça de fonds de commerce électronique. On va plutôt le voir comme un outil. C'est comme si vous cédiez une marque toute seule, à la limite, sans céder l'activité entière. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que c'est la frontière, oui. Du coup, il y a une différence quand on voit le site en lui-même et les données récoltées via le site, comme par exemple les devis ou les contacts. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, ce n'est pas un fonds de commerce dans le sens, ça va être, c'est un élément isolé du fonds de commerce, comme une base de données, pratiquement. En fait. On pourrait aller chercher peut-être la qualification à vérifier. Je vous renvoie à la base de données dans le code de la propriété intellectuelle. Mais ça, de toute façon, ça sera au cas par cas parce qu'il faudra voir tous les éléments. Mais après, si vous le vendez en même temps que le droit au bail, etc., bon, ben là, on sera sur un fonds de commerce. Donc ça, c'était sur la qualification. Donc après, il y aura aussi, il faudra également traiter de la transmission des contrats. Et quand on est sur un fonds de commerce, vous le savez sûrement, les contrats ne se transmettent pas automatiquement. Donc il faudra s'assurer que les contrats soient bien transmis et repris et que les contractants soient d'accord. Donc c'est d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Enfin, le dernier volet, ensuite, après. Le dernier volet, c'est les clauses à ne pas négliger dans le cadre de la cession du site. Il y aura donc la description précise des droits cédés. Parce là, en la matière, il faut être extrêmement précis et savoir exactement ce que l'on va céder. Rien ne doit être laissé à... il faut vraiment une volonté expresse clairement sur les droits, bien évidemment, surtout quand on parle de droits d'auteur. La valeur financière et les modalités de détermination. Donc là, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est le flux, la manière dont le site fonctionne, est-ce qu'il est bien actualisé, ce genre de choses. Et puis, les contrats qui sont liés à l'exploitation du site. Donc, pour la plateforme technique Marketplace, le contrat avec l'hébergeur, le prestataire d'encaissement en ligne, le prestataire pour la logistique. Souvent, il y aura des revues de stock également. Enfin, on est vraiment très proche de la cession du fonds de commerce, mais transposé à l'univers numérique. C'était très rapide, je pense, mais ça fait vraiment office de synthèse par rapport à ce qui a été développé auparavant. Et on peut peut-être laisser la parole maintenant à notre public. Est-ce qu'il a des questions? Oui, bonjour. Alors moi, je voulais déjà faire une remarque et une question après. Dire que pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se payer un web designer, qui auraient un peu de temps et qui voudraient le faire par eux-mêmes, la Chambre de métier propose de très bonnes formations pour créer son site soi-même.
Donc la Chambre de métier propose des très bonnes formations pour créer son site soi-même en 3 ou 4 jours. Voilà, on est vraiment accompagné à ce niveau-là. Et alors la question que je voulais poser, c'est ça concerne le contenu. Quand on met une photo dans son site internet, je pense par exemple aux gens du bâtiment qui vont faire une intervention sur une propriété privée. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme précaution pour pouvoir publier cette photo sur leur site et également sur des monuments historiques. Par exemple, si je veux mettre la Tour Eiffel parce que, je sais pas moi, il y a eu une petite intervention dessus de mon entreprise, est-ce qu'il y a des particularités pour des monuments publics? Voilà. Oui, alors là, c'est simple, enfin c'est simple. Il est clair qu'on passe par le système de l'autorisation. C'est-à-dire que l'image, elle est une œuvre en soi. Donc, vous avez un producteur, vous avez un auteur, ça dépendra, parce que vous avez plusieurs droits qui peuvent se... Mais un auteur, c'est sûr, un éditeur. Donc, il faut avoir une origine, une traçabilité d'autorisation. Et ça, vous l'avez dans les mentions légales, d'ailleurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui récapitulent que toute image sur le site doit avoir sa traçabilité. Et pour les monuments historiques, il y a de la jurisprudence assez subtile, par contre. En l'occurrence, il va falloir voir si c'est dans le décor, on peut jouer sur l'information. Le droit d'information peut finalement prévaloir sur le droit d'auteur. Mais si vous me dites que vous êtes dans un cas où c'est vous qui avez finalement participé, il y aura peut-être un contrat qui permettra d'expliquer la raison pour laquelle vous avez cette photo et que vous avez une sorte. Mais les autorisations implicites, c'est toujours très dangereux. Donc, je pense qu'il faudrait avoir, encore une fois, une forme d'autorisation, alors de la mairie de Paris, éventuellement. Si on veut. Si on prend des photos du chantier et qu'on les met sur le site. Oui, si c'est un particulier, vous voulez dire un site privé, oui, voilà. Ah ben là, il faut l'autorisation, surtout si on peut l'identifier, cette cuisine, parce que si elle est finalement anonymisée par le fait que c'est une cuisine, mais si on voit le jardin, un certain nombre de points, oui, il faudra avoir. Mais alors, par contre, juste pour terminer, surtout, très mauvaise idée, comme pour les CGV, on ne va pas piocher une photo sur Internet parce que c'est l'évidence, mais c'est toujours bien de le dire. C'est un problème. Parce que c'est quelque chose qui va circuler et si quelqu'un tombe dessus et se rend compte que vous avez utilisé une photo sans son autorisation, que vous l'avez récupérée, ça peut générer beaucoup de difficultés. J'ai vu cette question-là justement sur l'intelligence artificielle, justement sur un de mes sites que je suis en train de faire. Il m'a mis des photos, mais c'est l'intelligence artificielle qui m'a choisi ces photos-là. Oui, est-ce qu'il y a droit? Non, c'est moi qui serai responsable de ces photos qui sont sur le site. Parce que vous êtes éditeur. Voilà. Donc ça peut être violent pour ça. Oui. Absolument. Merci de la question d'ailleurs, parce qu'on ne l'avait pas abordé en allant un peu vite sur certains points. J'ai la même question par rapport aux clients. Donc, moi, je travaille avec des animaux. On a l'autorisation verbale. Ben oui, je t'autorise. On fait marquer. Il y a vous verrez, vous allez sur les sites un peu spécialisés, vous verrez qu'il y a des formulaires, des modèles pour recueillir un consentement à l'utilisation. Et vous pouvez définir les usages. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on peut avoir plusieurs types de destination de cette autorisation, et la plus large possible, mais en fonction de celui qui la consent. Mais est-ce que ça, on peut le prévoir dans nos devis? Dans les conditions de vente, on écrit qu'on va utiliser des photos dans le cadre de développement commercial, dans le corps du devis. Oui, mais il faudrait encore avoir celui qui est l'autorisation de la personne dont vous avez besoin. Vous ne la connaissez pas encore à ce moment-là. Donc c'est plutôt. Établi et vous faites signer une fois que vous terminez votre chantier, comme vous faites la Oui, avec un formulaire spécifique par rapport au droit à l'utilisation de l'image en question, le plus précis possible de préférence. Oui, une question sur les monuments. Du coup, on a beaucoup de photos de camions avec des monuments, parce qu'on est en train de travailler pour ces monuments comme le Louvre ou la Tour Eiffel et autres. Est-ce que, juste avec la signature du contrat, on peut mettre ces photos en ligne, du coup, sur le site? Alors, je ne signerai pas la consultation,
pourra venir me voir à mon cabinet. Non, non, mais je réfléchis avec vous et à mon sens, si c'est un élément du décor, et si on a centré sur votre camion, pas de problème. Droit à l'information. En tout cas, on est dans quelque chose où vous n'avez pas cherché à mettre en avant le monument particulièrement. Non, le camion. Donc je pense que, et encore une fois, après on réfléchit en termes de risque, mais on est obligé d'envisager le pire, mais on ne voit pas trop là quel est le préjudice, qu'est-ce qu'on va venir chercher en termes d'atteinte. Et vous pourrez exciper de cette exception. Mais moi, je dirais qu'il faut toujours effectivement faire attention parce que si vous avez des clauses de confidentialité par rapport à ce que vous fêtes, etc., il faut s'assurer quand même, enfin, c'est tout un contexte. C'est pour ça que c'est difficile de vous répondre à cette question-là parce que tout dépend aussi du contrat. Généralement, c'est des lieux publics, parce que pour les lieux privés, comme l'Élysée ou autre, on n'a jamais de photo. Ouais. Quelle est votre activité? Déménageur, transporteur. Ah, déménageur, transporteur. Oui. Oui, bonjour. Pour répondre à votre question, le mieux, c'est de faire valider les éléments visuels par votre client. Quand vous voulez diffuser des images d'une cuisine ou de travaux, etc., vous faites un mail dans lequel il vous répond s'il vous donne l'accord pour les diffuser. Ça, c'est la meilleure manière pour le faire. Et après, le bon sens voit que si un jour il vous demande de les retirer, le mieux, c'est de les retirer. Parce que faut que ça se passe de la bonne manière avec les gens. Ensuite, en général, quand c'est pas spécifié, il n'y a pas de droit à l'image. Donc, pour le coup, on peut pas diffuser d'image si on n'a pas été préalablement autorisé à diffuser une image. Et voilà. Et pour les éléments visuels, c'est pareil. Oui, tout à fait. Et est-ce que le mot de la fin revient à notre entrepreneur ou... Merci, bonsoir. Donc moi, je voulais vous poser comme question, merci dans un premier temps pour vos interventions, c'était très intéressant. Moi, je voulais vous poser comme question, si je devais retenir quelque chose particulièrement, c'est qu'il existe plusieurs types, si je comprends bien, de sites internet qui sont plus ou moins adaptés pour plusieurs domaines d'activité. Et surtout par rapport à la taille de la structure, il y a des sites internet qui va être par exemple préférable de passer par un web designer pour faire la conçoit le site internet, ou alors de passer par un site marchand, par exemple pour un site vitrine. Moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce que vous recommanderiez pour le choix justement du site internet qui va être le plus adapté. Alors, la question, monsieur, soyons directs pour essayer de vous aider. Quel est votre projet? Prestation de service. Quel type? Administrative. C'est quand même un peu vague. Proposition de solutions administratives, d'aide et d'accompagnement aux personnes dans les démarches administratives. D'accord. Voilà. Je voulais savoir, pardon, j'ai peut-être mal formulé la question. Non, c'est parfait. Mais vous avez vu que vous avez la chance d'être au bon endroit, parce que c'est vrai que nous, on a fait un petit cadrage juridique pour que les gens repartent avec des idées assez claires sur les enjeux. Mais là, j'ai envie de vous dire, la meilleure personne pour vous répondre, c'est sans doute monsieur Estévez, puisqu'il pourra sans doute vous recevoir ou conseiller un de ces des personnes qui travaillent ici au sein de la Chambre et qui peut-être pourra identifier au mieux vos besoins. Monsieur Lanternier l'a très bien dit, il a eu besoin d'un prestataire qui lui a permis d'identifier ses besoins, mais dans un tout premier temps, il est peut-être nécessaire de passer par les institutionnels qui vont avoir l'habitude finalement de filtrer pour vous accompagner au mieux. Moi, je dirais qu'il faut vous projeter de toute façon, comme M. Lanternier vous le disait, il faut vous projeter sur votre projet et de savoir comment vous allez fonctionner. Est-ce que vos clients, vous allez avoir un contact avec eux et que votre site sera surtout pour présenter vos prestations, ce qui me semble être le cas. Et donc là, on est plutôt dans un site vitrine, mais à creuser après, puisque toute situation peut évoluer et vous pouvez avoir des idées innovantes en la matière, mais a priori, dans un premier temps, en tout cas, moi, pour ce que j'en vois, un site vitrine demandera
moins d'investissement, à mon sens, au départ, parce que vous n'aurez, enfin, moins d'investissement, ça dépend de quelle est l'utilité souhaitée. Si c'est uniquement pour présenter vos services et ne pas générer d'interaction, ça sera limité. Après, quand vous commencez à générer de l'interaction, je pense qu'on s'approche plutôt du budget que vous présentiez. Et après, quand on passe sur un site marchand, là, pour le coup, ça deviendra beaucoup plus onéreux parce que vous aurez tout l'aspect paiement également et sécurité plus importante aussi à mettre en œuvre au niveau du site. Oui, c'est en fait, qu'est-ce que vous attendez du site, en fait? Est-ce que vous attendez un retour sur investissement? Est-ce que c'est juste pour présenter? Alors, Si en c'est fait, juste pour présenter, c'était ça surtout ma question, c'était est-ce que ça allait être un site vitrine ou alors un site marchand? Dans la mesure aussi, il y a par exemple une proposition, un achat par exemple financier sur le site internet. Dans ce cas-là, ça devient plutôt un site marchand, mais tout en passant par un site vitrine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est là aussi le choix. Et par rapport au nom du domaine aussi, est-ce qu'il est préférable de passer par un site, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de sites de référencement dans lesquels on va produire nos informations qui va porter un nom de domaine spécifique. Donc, je voulais savoir quel était le plus adapté, en fait. Est-ce que c'était d'avoir son propre nom de domaine et dans le cadre juridique du site? Ça, je vous conseille de penser au nom de domaine. Ça c'était à peu près dans ma présentation. Donc, c'est aller voir sur le site de l'AFNIC, qui est précisément l'association française qui contrôle ces prix, qui vous permettra de choisir ensuite les fameux points, c'est-à-dire .com. Là, il y a des enjeux, mais ça prend un peu de temps de réfléchir à comment on sur ces points-là. Mais vous avez intérêt effectivement à identifier pour vous distinguer, parce qu'il va y avoir un certain nombre de concurrents, donc bien choisir quelque chose qui justement évite les problèmes de parasitisme, tout ce dont on a parlé, si vous voulez, sans porter atteinte à d'autres marques existantes. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez mener, à mon avis, en collaboration avec la Chambre des métiers, qui a visiblement une expertise là-dessus et qui pourra vous accompagner au mieux. Parce que là, nous, on n'a pas suffisamment, je pense, de recul sur votre problématique personnelle pour pouvoir vous répondre justement. Juste une question rapide, plus pour l'Assemblée. Est-ce que certains ont eu recours à Shopify en site de e-commerce? Ok, merci. Et donc non, en fait, c'est juste avoir son retour d'expérience. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler maintenant. Après, il y a la petite collation, donc ça va peut-être donner l'occasion. C'est pour ça que j'ai demandé. Voilà, c'est parfait. Et est-ce qu'on a une dernière question, je crois, madame? Oui. J'ai fait mon logo il y a déjà plusieurs années via un ami, tout se passe bien. J'ai un truc à faire. Et donc, oui, voilà, ce logo est fait déjà depuis plusieurs années et je vais développer maintenant de façon un peu plus professionnelle mon activité et en fait, j'ai jamais eu aucun contrat avec lui ou quoi que ce soit. Donc, comment je dois vérifier qui est l'auteur de ce logo, à qui appartient ce logo? Alors, vous avez écouté mon propos. L'auteur, c'est bien lui. C'est lui. Oui. Et donc, s'il y a absolument un contrat de cession. D'accord. Et donc, un contrat de cession, ça c'est quoi? C'est juste un écrit que sa société doit me faire? Oui, et chez lui-même, en tant que personne physique. Ça dépendra de son mode d'exercice. Ok, d'accord. Et ensuite, évidemment, après, on pourrait se dire, vous avez déjà eu un droit d'usage dessus, faire long. Il faut rester sur les principes. Restons sur les principes et espérer, souche comme Phil Knight, fondateur de Nike, qui sont la souche, je crois que c'est un graphiste qui va facturer $100. Mais espérez que votre graphiste ne va pas vous demander. Faites-le le plus tôt possible avant que vous décollez. Parce que ensuite, si vous décollez, il va vouloir négocier davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient. Et alors, allez-y avec des pincettes aussi, parce que vous dépendez quand même de son autorisation. Après, on pourrait parler d'une forme d'abus de droit s'il refuse. Parce que quelque part, il vous a déjà donné une autorisation tacite. Mais là, on va tomber dans du judiciaire. Et vous viendrez voir les avocats pour dire « Ah, attention, il vous empêche finalement d'utiliser quelque chose qui est déjà qui a déjà une notoriété ou pour laquelle vous avez déjà développé un certain nombre d'investissements et ça vous porterait préjudice. » Et là, ça sera la manière de négocier avec lui. D'ailleurs, je vous donne déjà un argument pour
contrer son éventuel refus ou qu'il vous demande trop. Vous voyez, mais là, il faut absolument résoudre la question. Ok. Oui. Et après, on passe au jeu. Je voudrais juste me permettre de préciser quelque chose. Moi, j'ai fait mon premier site internet en 2010. J'ai fait mon premier site internet en 2010 avec un CMS qui s'appelle PrestaShop. Donc, c'est un CMS, c'est en fait, pour résumer un site internet, comment ça fonctionne, c'est la meilleure analogie, ce sera un téléphone portable. C'est-à-dire que vous allez avoir votre nom de domaine, c'est comme votre opérateur téléphonique. Il va vous fournir la ligne, il va vous fournir l'hébergement. Là, c'est une prestation qui est annuelle. Le site internet en lui-même, c'est le téléphone portable. Et vous en avez à tous les prix. Ce qui différencie le prix du téléphone, le prix du site internet, ce sont ses fonctionnalités. Est-ce que vous allez juste vouloir présenter vos services comme un site vitrine, prendre contact, comme c'est le cas de monsieur, ou est-ce que vous allez pouvoir proposer, par exemple, de la prise de rendez-vous en direct? Et c'est ce qui va définir le prix. Ensuite, dans les pièges à éviter, c'est d'éviter de prendre un prestataire qui va vous développer le site par lui-même. Sauf si vraiment vous avez une chaleureuse recommandation à ce sujet-là, je vous invite plutôt à passer par des CMS. Donc ça, ce sont des logiciels qui sont développés comme WordPress, PrestaShop, Shopify, qui sont en réalité des solutions qui sont bien rodées, bien connues, avec lesquelles vous avez une communauté hyper active. Donc quand vous avez des cyberattaques ou des choses comme ça, c'est très rapide de revenir dessus. Et surtout, c'est beaucoup plus facile à céder. C'est-à-dire que si demain, vous voulez changer de prestataire ou vous voulez vendre votre entreprise ou pour X ou Y raison, vous ne voulez pas être marié avec un développeur, c'est beaucoup plus facile de faire reprendre un WordPress par quelqu'un d'autre que de repasser directement sur une solution propriétaire, un code source qui serait propre au développeur. Et ensuite, pour répondre à la question donc, de l'hébergement, privilégier exclusivement un hébergement français, parce que même si les données sont encodées pour la plupart du temps, c'est déjà la réponse pour le SEO est meilleure. Plus vous allez pouvoir répondre, plus la collection sera courte en termes de géographie, plus votre site sera performant et plus vous serez à même d'être bien référencé. Mais également, pour une question de sécurité de données, on est quand même mieux sur le territoire français. Mais la plupart des grands hébergeurs, notamment OVH ou Hostinger, proposent des serveurs en France parce que c'est stratégique comme point de vue. Voilà. Eh bien, écoutez, monsieur, c'est parfait pour clore notre débat parce que vous avez illustré. Alors, désolé, il reste une petite question qui vient du chat, donc de monsieur Garcia. Alors, un site internet sans le combiner à une présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux a-t-il encore un sens? Je n'ai pas bien compris. Alors, en fait, la question porte sur le fait d'utiliser, je pense, conjointement un site internet et une présence sur les réseaux sociaux a-t-il encore du sens aujourd'hui? Je vous parle de mon expérience, oui. Après, quels réseaux sociaux? Celui qui correspond à l'image de votre entreprise. Lequel? C'est le positionnement de l'entreprise qui va définir ça. Mais évidemment, en tout cas, moi, j'ai lié. Est-ce que Google est un réseau social? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai combiné mon site à ma présence sur Google. Je pense que c'était le mot de la fin et merci pour l'intervention sur le CMS. Vous serez un interlocuteur intéressant, je pense, pour des gens qui veulent passer des étapes, sachant qu'on a eu là finalement plusieurs intervenants qui avaient des rôles différents et vous êtes aussi justement, à mon avis, pour d'autres, vous serez un référent, si j'ose dire. Merci à tous pour votre participation, merci à la Chambre des métiers et de l'artisanat. On peut dire que c'est la fin, Sandrine? C'est vous qui dites la fin, c'est vous l'organisatrice. Non, moi je ne suis là que par votre intermédiaire. Eh bien, merci à tous et je pense que, enfin, c'est pas moi qui reçois ici, mais je pense que nous allons pouvoir échanger désormais tout à travers de l'amitié. Voilà. Merci beaucoup.